Recording is on. C'est bon? C'est bon. Ok, salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue donc notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee Pasco. Et là donc, Lee, la semaine dernière, a donné ses 4 jours de séminaire Silva sur Paris, un cours qui était en présentiel. Ça t'a fait donc du bien de revoir du monde au niveau de Silva, de le refaire en présentiel là où tu as l'habitude de le faire depuis des années. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Qu'est-ce que ça t'a fait, tout ça? Ça m'a fait vraiment du bien. J'avais fait déjà un cours en présentiel en Silva, mais c'était pour un tout petit groupe privé. Oui. Et là, on avait un grand groupe, on avait beaucoup d'enthousiasme et on avait plein d'histoires intéressantes des anciens. Hein? Donc, je crois que ça contribue beaucoup. Donc, vraiment, non, j'étais très contente et il y avait une superbe ambiance. C'était chouette. Je rappelle, Lee avait demandé aux personnes qui sont intervenues et qui ont partagé leurs histoires avec le groupe de potentiellement les écrire pour qu'elles puissent les recenser. Et puis, comme on vous avait proposé, peut-être ultérieurement, on va faire un petit ouvrage sur un peu vos vécus, vos retours, vos réussites au niveau de la méthode et des techniques que vous avez utilisées. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail avec votre histoire par écrit à Lee, comme ça nous permettra d'avoir une base de données et que Lee, elle puisse, au moment où elle le souhaite, qu'on puisse l'éditer au mieux. Je sais que tu avais envoyé un mail ou je ne sais plus, tu l'as mis dans le groupe, donc je préfère le rappeler pour que tout le monde puisse s'en souvenir. Aujourd'hui, on va parler de la méthode, mais au travers donc d'une émission que tu m'avais envoyée il y a 2-3 semaines, ça devait être quand j'étais en stage de PNL, et que j'avais peu eu le temps de regarder. Donc, c'est une émission en anglais. Je vous mettrai le lien en descriptif d'une chaîne de Drew Purohit, et il recevait le docteur Andrew Huberman. Le thème de la vidéo s'appelle « This is why you're lazy and can't focus ». Mais c'est pas là-dessus qu'on va le plus parler. On va tenter d'amener un petit peu un retour par rapport à cette émission-là, avec des éléments qui peuvent être vraiment intéressants pour nous au travers de la méthode, et voir comment on peut s'interroger, se poser des questions, améliorer notre travail personnel avec la méthode et avec toutes les infos que nous donne Andrew. Alors, un des premiers éléments que j'ai trouvé très intéressant, c'est la notion de motivation. Donc, souvenez-vous, on est sur notre triptyque de base qui est le désir, cette notion où on a la croyance et après l'attente positive. On a ce besoin de motivation qui est quelque chose de déterminant pour faire des choses. Sauf qu'il y a des moments où on peut se sentir un peu en manque d'énergie, d'envie, de désir. Et on en avait parlé les semaines précédentes avec Lee, parce qu'on sait très bien à quel point c'est important d'avoir du désir et de l'envie. Et là, c'est intéressant parce que la motivation, il l'associe à l'hormone, la dopamine. Donc, vous connaissez la dopamine comme une hormone de récompense, souvent qui peut arriver, et surtout une hormone de stimulation. Souvent, on dit que quelqu'un se dope, cette notion qui va nous donner beaucoup d'énergie, très intéressant. Et il associe une deuxième hormone que j'ai trouvé intéressante, l'épinéphrine, qui en fait, cet élément qui va stimuler complètement notre corps. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, ce rapport-là, parce que ce qu'il a dit, et là, ça rejoint Silva, c'est qu'à partir du moment où on se met en méditation, alors c'est marrant parce qu'il parlait de méditation californienne, donc en gros, pour lui, c'est des méditations assez cool, assez zen, etc. Et son interlocuteur disait « Ouais, mais tu sais que les Indiens, ils ont des méditations qui sont pour se rapprocher de la mort, pour se rapprocher des états de non-être, etc. » Il dit oui, je sais. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller dans des méditations plus actives que juste apaisantes, pour justement créer quelque chose à l'intérieur de nous. En l'occurrence, éveiller au travers de sa visualisation et de son travail intérieur le processus hormonal, dopamine et épinéphrine. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on revient à cette importance de la visualisation plus imagination et l'importance de se mettre en alpha, aller à son niveau pour pouvoir avoir une méditation dynamique.
toi, quand tu avais entendu ça par rapport aux hormones, etc., qu'est-ce qui t'était passé en tête à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, justement, moi, je suis fascinée par tout ce qui se passe en neurologie actuelle. Mais ce que je trouve génial, c'est que plus on découvre comment le cerveau fonctionne, plus en fait on prouve que José était correct. Et évidemment, quand il a commencé, on n'avait même pas encore découvert les neurotransmetteurs. C'était inconnu à l'époque. Mais il a basé ses recherches justement surtout sur le comportement des gens et comment ça agissait, mais sans savoir justement comment ça se passait à l'intérieur. Et effectivement, j'étais intriguée aussi quand il a parlé de dopamine, parce que partout on entend dopamine, c'est le hormone de récompense, reward. Et qu'on travaille parce qu'on est motivé, parce qu'on veut avoir dopamine. Mais lui, il a dit plutôt que quand la dopamine est présente, en fait, ça te donne envie, en fait, d'avoir plus. Il a parlé de craving. Et c'est pour ça que... Exactement. Comment dire craving en français? Tu sais que quand il l'a dit, je me suis dit... parce qu'en français, je crois que la traduction, elle va pas donner le même truc. Il parle de fringale en français, mais c'est pas ça. Toi, c'est une espèce de... C'est plus fort que la fringale. C'est quelque chose, c'est un désir fort et intense, en fait. Craving, c'est un concept plus qu'un mot. Plus que ça serait plaisir, c'est il faut que je l'ai. Exactement. Je dois l'avoir. C'est exactement. Vraiment un désir addict, quoi. Exactement. Et on parle beaucoup de dopamine dans les addicts. Oui, donc, exactement. Oui. Et ça, c'est une motivation d'une certaine façon. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que cette sémantique-là, et on revient vraiment à cette notion de désir de. Mais là, on est dans du désir, genre j'ai vraiment envie. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi, tu sais que cette triptyque, c'est vraiment une des triptyques que je préfère dans la méthode. Et je reviens beaucoup dessus parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de choses, mais qui n'ont pas un vrai désir. Beaucoup de personnes disent j'aimerais bien ceci, ça serait cool, ma vie serait meilleure si, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, il n'y a pas cette énergie, en fait, il n'y a pas la sécrétion, si on revient à ce moment-là, de cette hormone potentielle de plaisir, parce que la dopamine, si on regarde, c'est l'hormone qui amène le plaisir immédiat la plupart du temps. Donc, vraiment, cette envie de nourrir je veux avoir du plaisir, je veux vraiment prendre quelque chose qui me stimule, qui me donne quelque chose. Et je pense que tant qu'on n'arrive pas à faire une différence entre une envie et un désir, quelque chose de vraiment intense, on peut parfois se fourvoyer et complètement se gourer sur même nos programmations et se dire je ne comprends pas, ça ne marche pas, pourtant j'ai bien fait ceci, cela, j'ai fait mes visualisations, je les fais tous les jours, etc. Mais est-ce que tu en avais vraiment le désir profond? Et je pense que ça change énormément de choses. Et tu l'avais super bien dit sur un des podcasts où tu as dit la plupart du temps, les personnes qui commencent et qui font pour la première fois la méthode Sylvain ont des super résultats parce que certains attendent vraiment la méthode ou un système pour qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont envie, qu'ils désirent profondément depuis des années. Et puis avec le temps, c'est comme si les désirs sont moins intenses parce qu'en fait, on a déjà peut-être en partie déjà obtenu ce qu'on voulait. Et je trouve que cette notion on va dire du primo apprenant qui arrive, il vient la première fois apprendre, et celui de la personne qui continue la méthode, mais qui a peut-être plus fait une routine et moins en recherche intérieure de réellement ce qu'il désire, est vraiment important à prendre en compte. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de résultats parfois. Certains disent je comprends pas, au départ ça marchait très bien, après ça marche moins bien. Mais quelle était la différence entre ton désir de départ et ton besoin d'après? Et cette notion-là, là, d'un point de vue hormonal, elle peut complètement s'expliquer. Oui. Et c'est hyper important en termes de performance, parce que performance demande une certaine discipline, une certaine routine, une répétition. Et pour beaucoup de gens, on n'a pas vraiment, on a désir des résultats finaux, mais on n'a pas désir de faire tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Pendant que si on a un vrai désir, mais bien sûr, je vais faire mon jogging de 30 minutes tous les jours. Bien sûr, je vais faire mes exercices. Bien sûr, je vais écrire un chapitre par jour parce que le désir est tellement intense qu'on ne se pose même pas la question, est-ce que je veux le faire ou non? Et il a dit un truc hyper intéressant.
c'est vers la fin du podcast. Il dit, on a plus de dopamine à partir du moment où on a décidé de faire quelque chose et que l'on crée une routine. Alors là, c'est quand même quelque chose qui va un peu à part de ce qu'on peut avoir l'impression. Souvent, les gens ils disent, je déteste la routine parce que ça me stimule plus. Pour les personnes qui font du process communication, vous savez qu'il y a un besoin qui s'appelle besoin de stimulation. Ouais. Or, beaucoup de personnes disent, si je fais quelque chose de routinier, je m'ennuie parce que je fais toujours la même chose. Or, il semble que d'un point de vue des neurotransmetteurs, d'un point de vue de justement nos hormones, c'est pas le cas. Parce que la plupart du temps, on va être moins stimulé avec des tout petits pics de dopamine à mettre des likes sur son téléphone portable, à regarder des trucs, à faire 10 choses à la fois, plutôt que se dire, ok, j'ai décidé que je ferais ça, je vais aller courir tous les jours, si on prend ton exemple, et avoir une obtention de ton sérieux, de répéter les choses, de ne plus avoir à te poser la question, donc de ne plus créer un stress qui est négatif, mais au contraire te dire quoi qu'il arrive tous les jours, je vais faire la même chose. Et d'ailleurs, il en parlait, il disait, lui, il a ses routines. Il dit, j'ai une liste de routines et mes routines, je les fais tous les jours, qu'importe ce qui se passe. Les grands sportifs, j'ai écouté quelqu'un d'autre il y a 2 jours, pareil, il disait, c'est de la routine, je ne me pose même plus la question. Sauf que ils ont un niveau de satisfaction, dopamine, qui est hyper important. Le retour, la rétribution, le plaisir est très, très, très forte. Plus que les micro-stimulations de je vais passer 2 heures sur Netflix, sur Facebook, je vais regarder des trucs sur TikTok ou sur Instagram. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça va à l'encontre de la croyance qu'on peut avoir de se dire, moi, il me faut vachement de stimulation. Or, et c'est un des éléments, moi, j'ai souvent en discours, je dis pour être libre, il faut se limiter. Les gens me disent tout le temps, mais non, il ne faut pas. Et c'est amusant parce qu'il avait à peu près ce discours-là à dire, plus vous allez cadrer ce que vous avez envie, donc plus vous allez créer des routines, plus vous allez être libre de ressentir et de vivre les choses intensément et avoir des options à l'intérieur parce que vous allez connaître les limites du cadre que vous allez vous-même décider de prendre. Et dès lors, vous êtes libre. Alors que quand vous n'avez pas de cadre, bah, vous n'êtes pas libre. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant parce que ça va à l'encontre de ce que l'on peut penser. Vaut mieux avoir une routine parce que la routine est plus stimulante. Et deuxième chose, l'épinéphrine, qui est cet élément qu'on peut... oui, tu vois, j'avais écrit à côté pour que les gens puissent voir. C'est l'équivalent de l'adrénaline. Et l'adrénaline, vous savez, c'est ce qui va augmenter notre rythme cardiaque, commencer à nous stimuler, nous mettre vraiment dans quelque chose. Et ben, quand on se dit, ouais, bah, ce matin à 7h, je vais aller courir, et qu'au bout d'un moment, on est content de courir et qu'on est content de notre routine, etc., on crée une adrénaline de se dire, tiens, est-ce que je vais pouvoir courir 5 minutes plus vite, ou est-ce que je vais faire plus de kilomètres, ou est-ce que ma résistance est mieux, est-ce que je vais avoir moins de courbatures. Ben, en fait, ça stimule à fond et la tête et le corps étant pour eux, là, dans ce podcast, un élément extrêmement important. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça revient à ce que tu dis. À partir du moment où tu commences à avoir une routine, où tu as vraiment un désir, eh ben, on pourrait se dire tu vas t'ennuyer parce que tu as ta routine. Eh ben non, paradoxalement, parce que tu as ta routine, tu te nourris de dopamine qui va te donner encore davantage de satisfaction et de plaisir, qui va t'emmener à court, moyen ou long terme vers une vraie satisfaction globale de toi-même. Ça, j'ai trouvé que c'était un élément qui est vraiment intéressant à prendre en compte. Et je viens de faire la connexion avec tous ces livres sur les habitudes qui disent, si tu commences même très, très petit, il vaut beaucoup mieux que de fixer des grands buts. Effectivement, c'est le moment quand tu décides et tu commences, flux de dopamine, et tu as envie de continuer. Donc, c'est vraiment le moment qu'on commence qui est important. Et si on fait juste un tout petit peu, comme ça, on a toute l'énergie, le désir pour continuer quand même. Et là, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Et c'est un des éléments qui, pour moi, est assez... Bah, tu te souviens, c'est une des questions que j'ai eues, moi, quand je proposais le miroir de l'esprit. Est-ce qu'on peut faire plein de choses à la fois ? Et je disais, oui, tu peux avoir un truc macro. Toi, tu as repris après. Hein. Mais globalement, le plus intéressant, c'est prendre faire des baby steps, des petits objectifs régulièrement. Bien sûr, tu as un truc macro derrière et tu le fais en petites séquences. Pourquoi ? Parce que les petites séquences amènent quoi ? J'ai un petit objectif. Cet objectif, je l'atteins. J'ai de la dopamine qui arrive. J'ai de la satisfaction et du plaisir d'avoir quelque chose de positif qui est là. Et je me stimule. Donc là, on peut reparler d'épinéphrine qui va à nouveau me stimuler pour l'étape numéro 2, puis la 3, puis la 4. Puis vu que je réussis, ou en tout cas j'avance, je me donne moi-même de l'autosatisfaction, de la possibilité de me dire, maintenant j'ai déjà fait, je
je sais pas, 10 modules, 10 étapes sur les 50 que j'ai, ça veut dire que j'ai fait un 5e, donc j'en suis déjà capable, donc j'ai déjà fait une grosse partie, et ainsi de suite. Et ça crée quelque chose de plus intéressant. Parfois, quand on détermine mal l'objectif, ou que notre objectif est trop grand et que, bonjour, je veux être millionnaire, mais que j'en suis même pas encore à avoir un boulot stable ou avoir une idée pour créer quelque chose, c'est trop gros. Par contre, te dire, je vais commencer à faire quelque chose, je trouve une idée, cette idée, je pense qu'elle peut rapporter de l'argent, elle est intéressante. Là, on est déjà dans une étape et elle va être plus stimulante que se dire, je veux être directement millionnaire, même si derrière, tu restes dans ta tête, j'aimerais être millionnaire. Et cette notion de petites étapes amène une autosatisfaction, un shoot de dopamine. Ah ouais, je suis content, je l'ai fait. Et il est préférable de commencer petit, mais de commencer plutôt que de ne pas commencer. Et là, on revient à ce que José disait. Il ne faut pas que vous restiez au niveau subjectif, mais il faut que vous alliez au niveau objectif, au niveau de la réalité. Et là, pendant que j'y pense, tu sais que c'est sur un bouquin que tu m'as donné, celui de Robert Stone, José Silva. Le nom du livre s'appelle José Silva. Et à un moment, il dit un truc intéressant. Il dit José utilisait, avant d'utiliser cerveau gauche, cerveau droit, il utilisait monde subjectif et monde objectif. Il a remplacé l'un à l'autre. Et moi, tu vois, je t'avoue que je préfère utiliser monde subjectif, objectif. Je trouve pour moi, c'est plus vaste, ça me parle plus. Mais c'est amusant parce qu'en fait, il est passé subjectif, objectif à cerveau gauche, cerveau droit. Et ça, tu vois, je ne le savais pas. Je l'ai appris dans le bouquin. Excellent, oui. Et parce que c'est comme je t'ai dit, au départ, il ne parlait jamais de hémisphère gauche, hémisphère droit, mais exactement. En fait, puisque ça commence à être toute la rage, si tu veux, et tout le monde en parlait, et il a adapté son explication parce que c'était plus à la mode, quoi. Oui, complètement. Ouais, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu vois, je trouve que en fait, il continue toujours à parler du monde subjectif et objectif, mais il a quand même, en fait, son association, c'est cerveau gauche, cerveau droit. Donc, quand vous entendez en méthode Silva, cerveau gauche, cerveau droit, pensez objectif, subjectif. C'est intéressant à ramener parce que je trouve que ça recadre en plus large. Moi, tu vois, le cerveau, pour moi, il y a un truc trop objectif, justement, qui m'évite d'être quelque chose de subjectif, tu vois, ça me contraint un peu plus. Bref, c'était quelque chose que je voulais partager parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est intéressant. Et c'est Robert Stone qui l'explique dans le livre. Excellent, excellent. Donc, là, c'est les éléments, c'est les premiers éléments que j'ai trouvé intéressants sur cette interview. Qu'est-ce que j'avais mis? Besoin de plaisir. Oui. Alors, si vous vous souvenez bien, Lee vous explique qu'il y a 2 formes de stress. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je reprends depuis des années parce que quand j'ai découvert ça, et je crois que c'est la première que j'ai vu présenter comme ça, eustress, distress, donc stress plutôt positif et stress plutôt négatif. J'aime bien cette idée parce qu'on revient toujours à la même chose. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous créez du stress qu'il est forcément négatif. N'oubliez pas que vous alliez dans fight, flight, freeze et quelque chose qui est positif. Si vous avez un stress pour vous échapper parce qu'il y a un léopard, c'est bien de stresser. Si vous avez un stress, malheureusement, et c'est ça le stress aujourd'hui, c'est qu'on réagit comme si tout était un léopard, alors qu'en fait, c'est juste 2 heures de travail en plus qu'on nous demande, ou une personne qui vient de nous mettre la pression sur un objectif à atteindre. C'est juste que c'est plus forcément hyper proportionné. Mais la notion eustress, distress est vraiment intéressante. Nous, on a de façon générale, et je pense dans la méthode, on le met beaucoup en avant, à dire on doit plutôt aller vers du eustress, du stress qui amène vers du positif. Donc, on n'est pas en train de dire que le stress est négatif, hormis grosse dose de stress, où ça, on sait que ça peut entraîner des maladies. Mais avec la méthode, l'idée est, vous méditez, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous apaisez, vous vous relâchez, vous vous relaxez, donc, vous diminuez le stress, donc, vous montez votre système immunitaire. C'est l'idée de base. Mais là, il nous dit quelque chose que j'ai trouvé. Moi, ça va dans mes croyances, donc je vous vends aussi un peu mes croyances. Mais Huberman, il dit voilà, la peur, c'est bien. C'est rare d'entendre ça. La peur, c'est bien. Et là, il revient sur le principe qu'on a vu en amont avec ces 2 hormones qu'il met en avant, la dopamine, plaisir, et la notion de l'épinéphrine.
Il dit à partir du moment où vous avez peur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bouger. Vous allez faire quelque chose. Fight, flight. Effectivement, on sait qu'il y a le freeze qui existe. Genre, je ne bouge pas. Et parfois, pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale, tu connais un peu la théorie polyvagale de Porges, ouais. Vous savez que Porges, selon lui, ah oui, alors il faut peut-être que j'explique. Porges, en fait, il a une théorie qui est de dire qu'il y a un nerf vague qui touche aussi bien du devant, à partir de l'estomac, jusqu'au dos. Il y a donc, c'est le système parasympathique que on maîtrise très peu, hormis quand on fait beaucoup de yoga, de méditation ou autre, où c'est des battements de notre cœur, c'est des choses qui se font automatiquement. La digestion et tout ça, c'est pas toujours simple à driver, même si avec la méthode et donc les méditations dynamiques, on peut carrément le faire. Même, ça demande beaucoup de boulot, mais on peut le faire. La plupart du temps, donc c'est un circuit qui est autonome et qu'on gère pas. On peut gérer la notion sympathique, qui va être respirer, toutes les notions qui nous appartiennent plus ou moins, ou en tout cas notre liant, ça va être la respiration. D'ailleurs, il en parle un petit peu de la respiration, quelque chose d'essentiel, qui va être notre liant pour pouvoir un peu calmer, relâcher, prendre de la distance, ne pas se laisser aller par trop de battements de cœur, etc. Ça, on peut le gérer. Gérer, ça ne veut pas dire qu'on le maîtrise forcément, mais on peut le gérer. Et selon Porges, il dit que au moment où on a trop eu à se mettre dans l'incapacité de fight, donc de combat, d'opposition. Et le fight se trouve dans le circuit sympathique, c'est-à-dire augmentation de notre rythme cardiaque, nos pupilles qui vont se focaliser, c'est pour ça qu'on a l'effet de tunnel, notre corps qui est prêt à bondir, sauter, donc c'est là où on sent qu'on commence à transpirer, on commence à avoir notre corps qui se prépare. On a parfois froid au bout des doigts, parce qu'en fait, on est en train de protéger les zones les plus importantes qui doivent être irriguées au maximum, notre cerveau, notre cœur, et puis tous les trucs pour éventuellement être un peu en confrontation. Et il part du postulat que quand on n'arrive pas à fight, on a eu trop de traumatismes ou trop de choses où on était impuissant, notre circuit parasympathique, au travers du nerf vague, va arriver dans ce qu'il appelle le nerf vague dorsal, le nerf vague qui touche le dos. Et le nerf vague dorsal entraîne cette notion de paralysie, freeze. Et quand on est dans le freeze, on est mal, vraiment mal. C'est vraiment quelque chose, et là, ça confirme ce qui est partagé dans le podcast. En gros, si la peur n'entraîne que un mouvement où il n'y a plus rien, genre, je me mets en boule et j'espère, parce que j'ai trop de trauma, que ça ne va pas me sauter dessus, là, on est vraiment mal. C'est d'ailleurs là où on arrive dans la dépression, moins de pression. Cette pression disparaît. Il est préférable d'être surréactif, même si ça peut sembler absurde aux gens. Tu t'énerves pour rien, tu pars en vrille dans tous les sens, parce que là, à ce moment-là, et on revient, on a l'épinéphrine qui est présente, on a potentiellement une satisfaction d'avoir bougé ou d'avoir fait quelque chose, plutôt que d'être totalement passif et incapable d'être dans du mouvement. Et chez Porges, l'idée est intéressante. Quand on travaille sur soi, sur plein de trucs, lui, il a des petits mouvements et tout, mais on peut le faire avec la méditation dynamique, on revient vers l'inverse du nerf vague dorsal, qui est le nerf vague ventral, qui est le fait de calmer le système parasympathique pour arriver dans une notion qui nous ramène vers, et souvent un truc que tout le monde connaît, une meilleure digestion, et toutes les choses, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, et bien sûr physique, un mieux-être et un rapport social. En général, quand on se sent bien, on est prêt à parler, échanger, partager, manger avec des gens, et j'aime bien ce rapport-là, parce qu'il dit, vu qu'il y a le système digestif qui est mieux, tu as envie de partager aussi de quoi t'alimenter, boire, partager, etc. Et là, ça veut dire qu'on crée un apaisement du système parasympathique. D'ailleurs, effectivement, quand on est en gros stress, personne, en vrai stress, quand on a vraiment peur, on n'a pas faim. Personne n'a faim. Parce que le cerveau, il ne pense pas du tout à manger et à s'apaiser. Il est dans « je dois survivre, je dois survivre, je dois survivre ». Donc là, on est dans cette notion d'apaisement. Mais dans l'idée qui nous intéresse, la peur, si on est en flight ou en fight,
on enlève le freeze, parce que le freeze, on sait que c'est pas bon. C'est pas bon si c'est trop répété. Hein. De temps à autre, tu peux rien faire. Vaut mieux te cacher, attendre que ça passe, et ça t'aura sauvé la vie. Mais quand c'est trop répété, qui là, ça devient une pathologie, c'est un problème. Et pourquoi c'est bien? Parce que justement, ça développe l'épinéphrine, ça développe cette hormone de mouvement, ça développe cette envie, et là on revient à ce désir de vivre, de survivre, de réussir, d'être actif, de peut-être aller t'énerver sur la personne, de exprimer quelque chose, de crier, de pleurer, de trucs, mais c'est bien. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de dire la peur va créer quelque chose qui va mettre l'humain en action. Et cette notion d'action est primordiale au bien-être de l'humain. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as déjà entendu ce côté positif de la peur? Oui, le moment qu'il m'a parlé de peur, je dis, bah, ça c'est le bon stress. Hein? Et pour certaines personnes, il faut une certaine peur ou un certain danger pour les faire bouger. Si tu considères deux personnalités extrêmes, il y a des gens qui ne vont jamais rien faire, à moins qu'ils sont stimulés par quelque chose de très fort. Et pour eux, ils ont besoin d'être. Et d'autres, justement, qui sont quand ils ont de la peur, ils vont directement dans le freeze. Ils sont incapables parce que le stress, il est trop. Ouais. Et justement, dans mon couple avec Michael, on était très bien l'un pour l'autre parce que moi, j'aimais pas le stress que quelque chose soit urgent. Moi, je préférais planifier bien longtemps, prendre mon temps. Michael, par contre, si c'est pas urgent, c'est pas la peine que je le fasse. Cool. Et dernière minute, boum, action, pow, pow, pow. Mais il fallait qu'il a ce stress, cette peur. Oh là là, je n'ai qu'un jour qui reste pour le faire, pour le mettre en action. Mais, donc, c'est vraiment deux aspects de personnalité. C'est intéressant quand on voit les réactions des gens comme ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des personnes qui s'en veulent, qui disent « Oh, je procrastine, j'attends toujours le dernier moment pour faire les choses. » Bah non, en fait, c'est ta manière de fonctionner. Tu vois, le problème, c'est que les gens sont très jugeants sur eux-mêmes. Ouais, je procrastine, voilà, je vais devoir faire le boulot en 10 jours alors que j'avais 6 mois pour le faire. Oui, mais c'est comme ça que tu fonctionnes, en fait. Tu as besoin de ce stress qui, paradoxalement, est un stress positif. Alors, ils vont dire, oui, mais pendant 5 mois et demi, je me serais énervé sur moi-même. Oui, mais parce que tu n'as pas accepté qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu feras ça les 10 derniers jours. Si tu te dis, bon, bah, je vais stresser 10 minutes par jour parce que je sais que c'est le cas, mais de toute façon, ça ne me fera pas bouger, ça veut dire que je n'ai pas assez peur. Hein. Si on reprend la notion, j'ai pas assez de peur. Donc, j'ai pas assez d'adrénaline. Donc, j'ai pas assez d'énergie. Alors que quand j'ai la deadline, la date limite qui est là, bah, là, j'ai plus le choix. Et cette notion de contrainte devient quelque chose de positif. Mais tu vois, c'est le jugement qu'on peut avoir. Genre, ouais, je procrastine. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Là, on va finir cette première partie sur ça. Mais il disait, la peur est le premier driver pour sortir de la procrastination. J'ai trouvé ça génial. Parce que combien de personnes, tu vois, quand les gens ils procrastinent, on leur trouve justement des baby steps, des petites étapes à faire, des petites choses à faire. Mais à la limite, j'ai trouvé ça très intéressant. Trouve vraiment de la peur, centre-toi sur la peur, médite dessus, crée-la, imagine-la, quoi. Vois comment tu l'as subi pour créer quelque chose. Pour créer justement ce eustress de quelque chose qui, de toute façon, peut te faire avancer. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tant que ce n'est pas suffisamment urgent, bah oui, tu peux procrastiner parce que tu n'y vois pas aujourd'hui dans ta personnalité, ton monde, ton spectre, tes croyances, tes valeurs, qu'importe, un intérêt d'aller au-delà de ça, de le faire ou d'agir ou de transformer des choses. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très cool. On va s'arrêter là sur cette première partie. Est-ce que tu as un petit élément à rajouter ? On peut continuer dans la prochaine fois. Ouais, okay. J'allais parler justement des deux grands motivateurs. Motivation, oui. Ok, on va faire ça sur la prochaine. Donc, si vous avez des questions ou des remarques déjà sur cette première partie, vous n'hésitez pas, vous nous laissez un petit message, un commentaire. On y répondra le plus rapidement possible sur les autres sessions. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. À plus tard.